Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe comment? Barry Guérard. Pourquoi Barry Guérard? Pourquoi Barry Guérard? Parce que ça, c'est très typique du Québec. Beaucoup de gens ont deux noms de famille. Barry, c'est mon père. Guérard, c'est ma mère. Alors, souvent, ça fait beaucoup rire les gens quand on raconte notre nom, mais c'est beaucoup de gens de ma génération au Québec ont des noms comme ça, très longs. Ouais. Donc, on ajoute le nom du père et de la mère. Oui. Ouais, c'est Roland de féminisme des années 80, les mères qui voulaient mettre leur nom de famille sur leur progéniture, finalement, ouais, une sorte de renverser le patriarcat. Là. Ça a été très populaire au Québec dans les années 80, ouais. Je suis le produit Donc, de ça. vous êtes un produit des années 80. Exact, oui, je suis né en Donc, 88. c'est la date de naissance. Et Jean-Philippe, vous avez un parcours vraiment intéressant. Vous êtes écrivain. Mm-hmm. Vous allez nous parler des 3 romans que vous avez publiés. Vous êtes aussi journaliste À Radio-Canada. Et vous pouvez parler de votre émission? Oui, je suis chroniqueur à une émission qui s'appelle Le Fait du bruit. C'est la 3e saison cette année. En fait, on a changé de nom avant. On s'appelait La Route des vins. C'était un jeu de mots visuel qui marchait pas très bien à la radio. Puis maintenant, tous les collaborateurs ont plus de 30 ans. Donc, on a changé de nom. Ça s'appelle Le Fait du bruit maintenant. Donc, on est un magazine de société. Oui. Donc, on se donne à chaque semaine un thème et on part sur le terrain. On essaie de raconter des histoires qui ont rapport avec ce thème-là, toujours dans un angle social. Donc, on est très... on couvre des sujets très, 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 très large, mais on essaie toujours finalement de réfléchir à comment faire un monde meilleur, soulever des problématiques. Puis ça me permet, personnellement, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me permet d'assouvir ma curiosité sur toutes sortes de sujets. Donc, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé d'espace, j'ai parlé de pauvreté, de problèmes socio-économiques. Donc, ça me permet de ratisser très, très, très large. C'est très, très, très le fun. Alors, si vous faisiez une émission sur la Suède, de quoi aimeriez-vous parler? Il y a beaucoup à dire sur la Suède, entre autres parce que au Québec, la Suède, le modèle suédois, on le brandit toujours comme une sorte d'Eldorado. C'est toujours, on s'imagine la Suède comme un genre de monde parfait où tout va bien. Puis je dois avouer que ma visite a un peu confirmé mes préjugés parce que Stockholm est une ville extrêmement agréable d'un point de vue d'urbanisme, entre autres. Je trouve ça super sympathique. Mais sinon aussi, on a visité pendant ma visite une école. Vous avez fait comme en tant qu'écrivain invité du prix littéraire AIEQ, vous devez faire des visites d'école. Oui. Auprès de vos lecteurs. Oui. Donc vous avez rencontré vos lecteurs, des lecteurs dans un bon lycée de la ville. Mm-hmm. Et vous avez... Ensuite, écoute, on est allé dans complètement l'envers du décor. Alors, cette école que j'ai trouvée extraordinaire qui accueille à 95% des immigrants récemment arrivés. À Östertälje, Morabel Centrum. Merci, parce que si j'avais essayé de le dire, mon suédois aurait été tout à fait approximatif. Mais donc, j'ai trouvé ça très inspirant parce que, justement, au Québec, on se pose des questions sur comment intégrer les immigrants de manière correcte pour faciliter leur vie au quotidien, faciliter aussi leur employabilité. Puis moi, je trouve que ce modèle-là, où on essaie en accéléré d'apprendre l'anglais et le suédois de manière pratique, en aiguillant vers le marché de l'emploi ces jeunes-là qui ont de 16 à 19 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis même de manière générale, on se pose aussi des questions sur comment faire de bonnes écoles, même pour tous les jeunes au Québec en ce moment. Je pense qu'on a pris du retard dans l'investissement puis dans la gestion du système d'éducation. Puis quand je suis rentré dans l'école, c'est des petits détails, là, mais j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça très, très beau. La bouffe était bonne. Et il y avait quelque chose de... La lumière était belle. Il y avait quelque chose de très calmant et inspirant dans cette école-là. Puis c'est vraiment une histoire de timing. Comme on se pose beaucoup de questions sur l'éducation au Québec en ce moment, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Donc, c'est certain que je vais parler de ça. Mais de manière générale aussi, je pense que le climat politique, on regarde beaucoup vers la Suède en ce moment au Québec. Donc, c'est très inspirant, oui. Parfait. Donc, vous êtes auteur, journaliste et aussi acteur. Oui. Puis en fait, c'est ça qui m'a amené vers l'écriture. Moi, j'ai étudié à la base en théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe. J'ai fait une formation d'acteur et j'ai toujours voulu écrire. J'avais 15 ans, j'écrivais des pièces de théâtre et comme il y a une seule formation en écriture et elle était, à l'époque, en tout cas, à l'École nationale de théâtre du Canada, il fallait avoir 21 ans. Pour étudier en écriture théâtrale. Et là, moi, j'avais 16 ans. C'était le moment de faire mes inscriptions pour aller à ce qu'on appelle le cégep, donc le lycée. Puis,
je pouvais pas aller en écriture dramatique. Donc, j'ai fait le concours pour entrer dans une école de théâtre parce que j'aimais jouer aussi. Puis finalement, je suis entré à l'école de théâtre et j'avais quand même une certaine frustration parce que il y avait beaucoup de choses que je jouais à l'école de théâtre qui m'ennuyaient vraiment. Puis ce qui m'intéressait le plus, c'était les créations, les jeunes textes, soit dans le domaine étranger ou dans le domaine québécois. Fait que je me suis mis à écrire du théâtre. Puis en sortant tout de suite, en sortant de l'école de théâtre, j'ai joué aussi, j'ai fait un peu de théâtre, de la télévision, tout ça. Puis j'ai écrit mes pièces que j'ai montées, que j'ai mises en scène et j'en ai fait plusieurs et c'est ça qui tranquillement m'a amené aussi à écrire des romans. Je pensais jamais écrire de romans, mais finalement, à force d'écrire du théâtre, c'est arrivé. Vous pourriez parler des 3 romans Oui. Que nous avons ici, que vous avez apportés? Oui, mais le premier qui a été publié en 2014, Sport et divertissement, c'est vraiment intéressant parce que c'est à part complètement de mes autres livres. On est proche quand même de mon univers à moi parce que c'est l'histoire d'une jeune enfant actrice, alors une fille qui a 22 ans, qui est d'ailleurs inspirée d'une de mes amies beaucoup, quelqu'un qui a connu beaucoup de succès alors qu'elle était très jeune, qu'elle avait 8 ans, elle tenait le rôle principal dans une série. Et la question que je pose avec ce livre-là, c'est quand on grandit sous l'œil des caméras, quel genre d'adulte est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir accompli tous ses rêves, très, très jeune? Qu'est-ce qui nous reste? Puis c'est une chose qu'on observe beaucoup, par exemple, à Hollywood. Tu sais, on l'a vu, on regarde, par exemple, le fameux breakdown public de Britney Spears. Il y a quelque chose que je trouve très triste là-dedans. Puis aussi extrêmement fascinant, la fascination qu'on a pour les idoles. Puis c'est une réflexion, évidemment, aussi sur le privilège. Parce que là, on parle d'une fille qui est belle, riche, vraiment privilégiée et qui se conforte dans son privilège. Puis ça, c'est présent dans tous mes livres. Vraiment, c'est mon thème de prédilection. Qu'est-ce qu'on fait avec le privilège? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Puis c'est revenu aussi dans Royal. Qui est le 2e. Oui, le 2e. Et Royal, en fait, c'est le livre qui m'a amené ici. Et c'est le livre qui a eu le prix de l'AIEQ. Exactement. L'Association internationale des études québécoises. Oui, et c'est pour cette raison que je suis ici. Je suis très fier de ce livre-là, évidemment. Il a connu un très gros succès au Québec parce que j'ai été invité dans le cadre du prix littéraire des collégiens à parler avec beaucoup de collégiens de ce livre-là. Puis je pense que ça les a beaucoup rejoints parce que ça raconte l'histoire d'un étudiant qui vise un très grand stage, un stage très prestigieux en droit. C'est un étudiant en droit à l'Université de Montréal. Et lui, il veut être stagiaire dans un grand cabinet. Alors, c'est extrêmement codifié. Je sais pas si c'est comme ça en Suède, mais en tout cas, au Québec, quand tu as un stage dans un grand cabinet, tu es certain d'avoir une grande carrière et tu vas faire beaucoup d'argent. Ça joue du coude. Et souvent, les personnes qui vont là, si on vient d'un milieu privilégié, ont beaucoup plus de chances de s'y retrouver. Donc, encore là, on est dans le privilège. Ceci dit, c'est un autre genre de privilège dans ce livre-là. C'est les gens qui viennent de bonnes familles, qui ont une bonne éducation, puis c'est du vieil argent plus. Mais donc, il y a beaucoup de parenté avec sport et divertissement. Puis, ce que j'explore là-dedans, par contre, c'est un personnage qui est beaucoup plus noir parce que la question, c'est comment ça peut nous rendre fous, cette obsession de la performance, vouloir avoir la bonne note, vouloir être, en bon québécois, au top de la montagne. Donc, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que je réussis à naviguer entre l'humour et des segments qui sont beaucoup plus noirs aussi. Alors que sport et divertissement, je dirais, c'est au contraire, il y a de la profondeur, mais elle est cachée sous une très grosse couche de superficiel. Alors, je dirais, entre les deux, il y a de la noirceur et de la lumière quand même dans Manuel la vie sauvage, qui est mon dernier, qui est encore, et je suis encore dans le privilège. Vraiment, c'est ma marotte, c'est mon thème récurrent. Dans Manuel la vie sauvage, on est dans le milieu des startups à Montréal. Montréal est, comme Stockholm d'ailleurs, est très, très active au niveau du développement technologique, essaie de se positionner comme un pôle pour l'intelligence artificielle. Et ce gars-là, c'est un étudiant en informatique à l'université et c'est un gars qui est très, très créatif, qui est toujours en train d'inventer des nouvelles applications, des nouveaux logiciels, tout ça. Et tout d'un coup, un jour, il y a une idée de génie, il décide de créer une application qui nous permet de converser avec des morts en utilisant les traces qu'ils laissent derrière eux. Et ça, je l'ai pas inventé d'ailleurs. Il y a une compagnie à Silicon Valley qui a déjà fait quelque chose de semblable. Ça soulève toutes sortes de questions éthiques. Puis moi, j'ai observé, je m'intéresse beaucoup aux actualités technologiques et j'ai observé que il y a beaucoup de compagnies qui créent quelque chose de nouveau sans trop se poser de questions. Puis une fois que le monstre a été créé, puis qu'on est forcé de se poser des questions sur l'éthique de la technologie, il est trop tard. Le génie est sorti de la poubelle. Puis si on regarde Cambridge Analytica avec Facebook, c'est ça. Il y a eu toutes sortes de déraillements, de débordements reliés à des entreprises technologiques qui souvent
je trouve, vont s'excuser principalement pour les apparences et pas réellement changer leur comportement, ou en tout cas si peu. Et puis, en fait, au final, ça va être souvent des entreprises de relations publiques. Quand on voit d'ailleurs que suite au scandale de Cambridge Analytica, Facebook avait même engagé une agence de relations publiques pour salir leurs adversaires et redorer leur image. Moi, ça m'avait vraiment dégoûté. Et ces 3 livres-là aussi, juste un petit cadeau que je fais à mes lecteurs, sont tous dans le même univers. Donc, le narrateur de Royal croise la narratrice de Sport et Divertissement, et ces deux-là aussi croisent le narrateur de Manuel la vie sauvage. Donc, j'ai voulu créer un genre d'univers cohérent, un peu comme, moi, j'aime beaucoup Bret Easton Ellis, l'auteur américain. Il fait ça, ces personnages reviennent, se croisent. Michel Tremblay aussi, qui est notre monument québécois. Lui, c'est incroyable. Son œuvre, là, on parle de dizaines de livres et de pièces de théâtre qui sont tous dans la même ville. Les personnages se recroisent des fois à 20 ans, 30 ans d'intervalle et reviennent. Donc, ça me fascine. Alors, dans ce cas, j'ai 2 questions à vous poser, Jean-Philippe. C'est des questions que l'on pose toujours à nos invités. Un lieu qui vous est cher? Un lieu qui m'est cher. Ah, mon Dieu. On parlait de territoire, mais un lieu qui vous est cher. Le chalet de ma mère sur le bord du lac à Saint-Denis de Brompton, donc vraiment dans la campagne au Québec, parce que je viens quand même d'un milieu assez rural, puis moi j'ai besoin, je pense, de toujours retourner un peu à quelque chose de calme. Tu sais, les fameux grands espaces canadiens, mine de rien, même si j'habite en ville, je suis très attaché à ça. Et alors, un objet qui vous est cher? Moi, j'ai une... Est-ce que je pourrais dire plusieurs objets? Parce que j'ai pour chacun de mes... Un objet. OK. Le premier... Bon, pour chacun de mes textes, quand j'écris un roman, quand j'écris une pièce, j'ai un carnet. Et ça commence, là, dès que j'ai une idée, je commence et, je fais des brainstorms, je fais des notes. Quand c'est du théâtre, je fais des croquis aussi des fois de comment je m'imagine le décor. Et la première fois que je l'ai fait, ça fait pas si longtemps que je le fais, la première fois que je l'ai fait, c'était pour ma pièce Tranche-Cul en 2014. Et je me rappelle que j'avais été très assidu quand je l'avais fait. Et ça je l'ai eu sur peut-être 2 ans et demi, là, la création de la pièce. Puis c'est fou parce que quand je regarde le début, je réalise que ça a tellement évolué, ça a tellement changé. Puis au début, c'est des concepts, c'est des thèmes, des mots, c'est très, très intellectuel. Puis là, ça avance. Puis là, des fois, j'ai des petits bouts de dialogue, même si j'écris à l'ordinateur, j'ai quand même des bouts de dialogue qui sont là. Des fois, j'ai des notes. Je fais une entrevue, je me documente beaucoup, j'aime jaser avec les gens, donc je prends des notes quand je fais des entrevues avec quelqu'un. Et là, éventuellement, on rentre dans le travail concret. Donc, c'est des to-do list, des choses super simples. Et là, quand je suis dans les répétitions, là, je note des commentaires que je donnais aux acteurs. Et là, j'arrive et là, je vois que je suis rendu en salle. Alors là, OK, ajuster l'éclairage, la musique est trop forte, des choses comme ça. Puis après ça s'arrête, c'est fini, c'est la fin. Ça veut dire que le show est prêt puis que je peux juste aller m'asseoir dans le théâtre. Donc, je me rappelle que ça a été le premier carnet sur lequel j'étais très assidu. Carnet. Ouais. Le carnet. Merci Jean-Philippe. Alors bonne continuation. Merci. Parce que vous allez partir parler de vos livres maintenant en Estonie pour les lecteurs estoniens du prix littéraire Aiyuk. Oui, puis je suis très excité aussi. Ouais. Et un grand merci. Merci à toi.